À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. La Knesset a voté durant la nuit en première lecture en faveur de la loi sur la formation d'une commission d'enquête nationale sur les événements du 7 octobre. Oui, effectivement, Ilana, mais attention, il ne s'agit pas de la fameuse commission d'enquête d'État que l'opposition et les familles des victimes du 7 octobre veulent voir se former, mais cette commission sera désignée par des élus politiques et non pas par le président de la Cour suprême. Dans l'absolu, la commission devrait compter 6 membres, 3 de la coalition, 3 de l'opposition. Et si l'opposition refuse de se joindre donc à cette initiative, alors seuls les membres désignés par la coalition seront mandatés. Tout cela explique pourquoi l'opposition a refusé de participer au vote de cette loi présentée par le député Likoud Ariel Kellner. Yair Lapid, le chef de l'opposition, a déclaré que l'opposition ne participera pas à une mise en scène dont le seul objectif est de balayer sous le tapis les enquêtes de la plus grande catastrophe de l'histoire d'Israël depuis la Shoah. Il faut également souligner que même le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas participé à ce vote hier. 5 anciens présidents de la Cour suprême ont par ailleurs lancé hier un appel pressant. Oui, ils affirment qu'Israël est actuellement sur la voie de l'anarchie. Les juges Aaron Barak, Dorit Beinish, Esther Hayut, Asher Grounis et Uzi Fogelman ont voulu ainsi alerter l'opinion publique israélienne et réagir à la décision du gouvernement de ne pas respecter les arrêtés de la Cour suprême dans le fameux cas de la commission de la seconde autorité de l'audiovisuel. Selon eux, le simple fait de ne pas se soumettre au verdict de la Cour suprême, c'est apporter un coup de grâce à la démocratie israélienne. Et puis le secrétaire général du gouvernement Yossi Fuchs a annoncé que le Shin Bet allait recevoir du gouvernement un budget conséquent. Oui, il s'agit d'un budget d'un demi-milliard de shekels qui sera intégralement destiné à la lutte contre la délinquance dans le secteur arabe-israélien. Il faut rappeler à ce propos que depuis le début de l'année 2026, on a recensé 147 assassinats dans ce secteur arabe-israélien. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de règlements de comptes entre familles de la pègre. Dimanche, le gouvernement doit valider ce budget à l'initiative du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et de la ministre Maï Golan. Ben-Gvir s'est félicité de cette décision et il a précisé que contrairement à son prédécesseur Ronen Bar, le nouveau patron du Shin Bet, David Zini, a accepté de remplir cette mission. À Jérusalem, on s'apprête à suivre de très près par ailleurs le sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui à Ankara. Oui, côté israélien, on redoute avant tout un rapprochement marquant entre les États-Unis et la Turquie. Donald Trump a parlé de cadeaux qu'il s'apprête à faire à son ami Tayyip Erdogan. Et en Israël, on craint qu'il ne s'agisse là de ces escadrilles d'avions de chasse furtifs F-35 qui fourniraient à la Turquie une supériorité technologique et pourraient menacer les avions israéliens en cas de conflit. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé un message public au président Trump en lui demandant de ne pas valider cette vente de F-35 à la Turquie. Selon M. Netanyahou, Tayyip Erdogan et son gouvernement représentent un défi stratégique croissant pour Israël, en particulier en raison de leur soutien au Hamas. M. Netanyahou a déclaré dans une interview à Fox News: la Turquie est un grand pays, mais son gouvernement appelle aujourd'hui ouvertement à la destruction de l'État d'Israël et finance les activités terroristes du Hamas. Tsahal a annoncé l'élimination hier par ailleurs d'un commandant du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Oui, il s'agit d'un officier du mouvement terroriste qui était chargé de l'entraînement des forces dans la partie nord de la bande de Gaza et qui a supervisé la formation des commandos terroristes de la Nourba qui ont massacré les civils israéliens le 7 octobre. Selon Tsahal, ce terroriste préparait actuellement des attentats contre des cibles israéliennes. Le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump, a publié une feuille de route destinée à faire la transition entre l'actuel pouvoir du Hamas et celui du gouvernement de technocrates palestiniens. Oui, je vous rappelle d'abord que le Hamas a annoncé qu'il avait dissous la commission qui était chargée de gérer jusqu'à présent la bande de Gaza. Cette annonce a permis au Conseil de la paix de publier un document qui vise à instaurer une transition du pouvoir vers une seule et unique autorité palestinienne. Cependant, en Israël, on estime que concrètement, la décision des membres du comité du Hamas de démissionner n'a aucune portée sur le terrain. L'on considère qu'il s'agit là d'une opération de communication destinée à montrer que le Hamas fait preuve de bonne volonté face à Donald Trump. Côté israélien, on a encore du mal à voir comment le gouvernement de technocrates palestiniens va s'imposer dans la rue gazaoui. Et puis c'est aujourd'hui que doit débuter la première phase de l'accord conclu entre Israël et le Liban. Oui, une équipe d'experts américains est arrivée hier à Beyrouth avec pour mission de déterminer les conditions du transfert de 2 zones pilotes au sud Liban des mains de Tsahal à celles de l'armée libanaise. Ensuite, cette équipe devra vérifier, toujours sur le terrain, si l'armée libanaise parvient à désarmer les terroristes du Hezbollah qui se trouvent dans cette zone et si le Hezbollah ne revient pas donc dans la zone évacuée par Tsahal.
Et puis très rapidement, pour terminer, une tension entre Israël et la Jordanie autour de l'accord qui permet à Amman de recevoir un quota d'eau en provenance d'Israël. Oui, il s'avère que l'État d'Israël refuse de signer un accord qui va permettre à la Jordanie de recevoir une importante quantité d'eau qu'elle n'en recevait jusqu'à présent. Cette décision israélienne soulève la colère des Jordaniens. Selon certaines sources, les Israéliens n'ont pas l'intention de confirmer cet accord, en tout cas pas pour l'instant. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé à partiellement nuageux. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 32 à Beersheva, et également 40 à Eilat. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Alexandre Bensoussan. Alexandre, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Bien, nous ça va, mais on voulait avoir votre expertise pour essayer de mieux comprendre la teneur de cette crise. Certains parlent d'une crise aiguë entre le gouvernement et la Cour suprême. C'est pas la première, ça sera pas la dernière probablement, mais c'est une crise qui est suffisamment grave pour qu'on parle d'une crise constitutionnelle autour de l'annonce faite par le gouvernement tout simplement de ne pas respecter un arrêté de la Cour suprême qui se rapporte, alors on ne va pas trop rentrer dans les détails, qui se rapporte à la composition de la commission qui préside la deuxième autorité audiovisuelle israélienne. Ce serait trop rentrer dans les détails et être fastidieux pour nos auditeurs de rentrer dans ces précisions-là, mais d'une certaine manière, ce que l'on constate, c'est qu'à nouveau, eh bien, le gouvernement, cette fois-ci de manière très claire, eh bien, dit « Je n'ai pas l'intention de respecter le verdict ou l'arrêté de la Cour suprême qui, tout simplement, parce que, eh bien, on considère que la Cour suprême a statué de manière illégale alors que nous sommes, dans la légalité. » Comment on gère une telle situation, Alexandre ? Alors en effet, Daniel, c'est une situation qui est, à mes yeux, extrêmement délicate, extrêmement problématique. Donc on le rappelle, au cœur de ce clash immédiat, il n'y a pas, cette fois, la conscription des ultra-orthodoxes, où il n'y a pas de question concernant la bande de Gaza, mais bien une question concernant la seconde autorité de la télévision et de la radio, c'est-à-dire l'organe qui régule les médias commerciaux en Israël. Et en fait, la grande problématique, et bien évidemment, comme vous l'avez dit, on ne va pas se plonger véritablement dans les détails de cet organe, mais pour être bref et qu'on nous comprenne, en réalité, le conseil de mission de ce régulateur, en fait, a perdu une grande partie de ses membres. Souvent, donc, il y a des accusations sous fond de pression politique, etc. Donc, légalement, il n'a plus le quorum, en fait, des 2/3 pour pouvoir siéger. Et on a eu, en fait, le 17 juin dernier, une décision de la Cour suprême qui a ordonné que ce régulateur continue malgré tout de fonctionner et de prendre des décisions pour éviter une paralysie des médias. Or, le gouvernement actuel, donc ce dimanche, le cabinet du Premier ministre Netanyahou, a voté à l'unanimité de rejeter cette décision. Donc, bien évidemment, menée par le ministre de la Communication, Shlomo Karhi, et par le ministre de la Justice, Yariv Levin. Ils ont déclaré, comme vous l'avez indiqué, que la Cour n'avait pas autorité à bafouer la loi et que, donc, par conséquent, toutes les décisions futures de ce régulateur seraient considérées par le gouvernement comme nulles et non avenues. Donc, c'est vrai que ça nous place, en fait, devant une situation qui est extrêmement délicate, puisque on est on le rappelle, dans un contexte en Israël où, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, on a une évolution une aspiration vers, en fait, une constitution avec un corpus constitutionnel qui est en train, en fait, de se constituer. Donc, ça a été la grande décision, en fait, lors de la réunion, lors du Conseil Harari de 1950 à 1955. Je voudrais que vous nous expliquiez finalement pourquoi c'est une situation grave. Pourquoi on a le sentiment qu'on est dans une crise constitutionnelle ? Est-ce que véritablement dans une crise constitutionnelle ? Parce que selon certains, finalement, le gouvernement n'a pas appelé à ne pas statuer, à ne pas respecter les accords en fait, les décisions de la Cour suprême, mais
suggère à la commission, on va dire, de seconde chaîne de télévision, de ne pas le faire. C'est pas exactement la même chose. Moi, je trouve la situation extrêmement délicate pour une raison simple. C'est qu'en fait, depuis la nuit des temps, et on en revient toujours en fait à ce dilemme sempiternel, à se demander finalement, est-ce que ce corpus de lois fondamentales qu'on a en Israël constitue véritablement une constitution ou a effet de constitution qui peut obliger et qui a effet obligeant en fait vis-à-vis du gouvernement. Et en réalité, lorsqu'on a une telle décision de la part du gouvernement qui va être d'aller à l'encontre des décisions de la Cour suprême, on voit bien que le gouvernement prend une position claire qui dit qu'en réalité, il n'est pas prêt à obéir et à se soumettre au fait que la Cour suprême puisse avoir un corpus, donc par conséquent un certain nombre d'instruments qui va pouvoir en fait rendre des décisions obligeantes vis-à-vis du gouvernement. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez un gouvernement qui n'est pas prêt à entendre la Cour suprême puisqu'il ne reconnaît pas la suprématie de certaines lois. Et de l'autre côté, vous avez la Cour suprême, justement, qui va émettre des décisions qui sont censées faire effet de jurisprudence et qui, a priori, n'ont aucun effet. Alors, ce que l'on pourrait se poser comme question, c'est pourquoi finalement ça intervient maintenant? Est-ce que c'est lié à la proximité des élections? Et est-ce qu'il n'y a pas, que ce soit du côté du gouvernement, peut-être Netanyahou, ou du côté de la Cour suprême, peut-être Yitzhak Amit, un adulte responsable pour apaiser les esprits et pour éviter, on va dire, que la poudrière n'explose? Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une situation qui soit née ces derniers mois. Moi, je pense qu'en réalité, regardez, en Israël, depuis les années 50, c'est-à-dire 1950, on a affaire à cette situation. En 1950, il y a eu le Conseil de Harari, et en plein Conseil de Harari, on s'était déjà à l'époque posé la question de la Constitution en Israël. Alors, la question de la Constitution, ça peut paraître très académique, mais en réalité, c'est une question qui est cruciale dans un pays. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez une Constitution, c'est un consensus et il est accepté par tous que tous les organes, que ce soit l'organe des législateurs ou alors du gouvernement, doivent se soumettre en réalité aux ordres et à ce qui est écrit dans la Constitution. Maintenant, le problème, c'est que depuis les années 50, décrété finalement lors de cette fameuse Ve'adat Harari, donc de ce conseil de Harari, que le législateur et que, ensemble avec la Cour suprême, on allait tous faire en sorte d'évoluer en fait vers une constitution en Israël. Or, en réalité, on s'est retrouvé déjà face à une impasse, que ce soit en 1992 avec la loi sur... On s'est retrouvé face à une impasse lorsqu'il y a eu le vote de la loi sur l'État-nation. On s'est retrouvé, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. On rappelle que lorsqu'il y a eu le vote de la loi État-nation, on avait en fait d'un côté l'échiquier de gauche qui se dressait en fait contre le côté constitutionnel d'une loi qui pouvait, à leurs yeux, interpréter comme une loi suprémaciste. En 1992, en revanche, lorsqu'il s'était agi de la loi dignité humaine, on avait le côté conservateur qui s'était levé justement contre, qui s'était, on va dire, insurgé contre, on va dire, l'échiquier de gauche, en disant que c'était une loi qui accordait trop de pouvoir aux juges et qui allait leur permettre en fait de pouvoir finalement mener leur politique et leur activisme judiciaire sans prendre en compte en fait l'avis de la Knesset. Mmh. Donc on a finalement toujours c'est sur ce fond de tension qu'il faut examiner les choses à l'heure actuelle. Oui. Et en fait, ce cas qui peut paraître un cas isolé, qui est quand même un cas en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui. Mais en réalité, c'est le reflet de dizaines d'années de tension et finalement en fait d'une politique légale qui n'a pas été suffisamment, on va dire, travaillée et sur laquelle on n'a jamais réussi véritablement à mettre, on n'a jamais réussi véritablement finalement à mettre un point d'orgue. Oui.
On le comprend, effectivement. C'est une situation qui n'est pas nouvelle et qui risque de nous accompagner, on va dire, au cours des prochaines années, jusqu'à ce que peut-être, eh bien, des deux côtés, on accepte de s'asseoir à la même table des négociations, peut-être pour trouver une sorte de modus vivendi. Merci beaucoup, Maître Alexandre Bensoussan, de nous avoir éclairé donc sur ce dossier de cette crise constitutionnelle qui est en train de couver dans les relations entre la Cour suprême et le gouvernement israélien. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous, Daniel. Bonne journée. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer cette revue de la presse par ce sommet de l'OTAN, donc, qui doit débuter aujourd'hui à Ankara, en Turquie. Oui, effectivement, et à cette occasion, le Yediot Aharonot, mais également l'ensemble des sites d'information se focalisent sur Tayyip Erdogan, le président turc qui devrait sortir renforcé de ce sommet, et surtout de sa rencontre avec le président Trump. Erdogan décolle sur notre compte, annonce ce matin en titre le Yediot Aharonot, une allusion dans ce décollage au cadeau que Donald Trump a l'intention d'offrir à son ami Tayyip sous forme de vente de plusieurs dizaines d'avions de chasse furtifs F-35. Un développement qui inquiète passablement les autorités israéliennes et qui redoute un glissement de technologie israélienne vers des unités de l'armée turque. Les journaux et les sites d'information considèrent que Donald Trump va se montrer généreux avec Tayyip Erdogan, mais sur le compte d'Israël. Ben Dror Yemini explique dans son éditorial dans le Yediot Aharonot qu'Israël se trouve à un carrefour stratégique face à la Turquie et face à Donald Trump, et face aux intentions d'Erdogan d'isoler les Israéliens du vaste projet du couloir de la paix qui acheminerait des marchandises d'Inde vers l'Europe via la Turquie. Et ce matin, Guy Mourad, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, nous montre une caricature où l'on voit Donald Trump et Tayyip Erdogan aux commandes justement d'un avion F-35, tandis que Binyamin Netanyahou, lui, reste au sol en levant les yeux au ciel. Et dans ce contexte, les sites d'infos en Israël évoquent la formation d'un axe stratégique visant à maîtriser les ambitions turques. Oui, cet axe a été mis en place au cours des dernières années, entre autres par Binyamin Netanyahou, et il réunit les pays suivants: l'Inde, la Grèce, l'île de Chypre et même les Émirats arabes unis. Il ne s'agit pas d'une alliance officielle, mais d'un rapprochement d'intérêts face aux intentions de la Turquie d'étendre son influence militaire et autres dans la région, et en particulier en Méditerranée. L'ancien directeur du ministère de la Défense israélien, Amir Baram, qui est général, est celui qui a insisté sur l'existence de cette alliance. Et puis le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette au renforcement du Hamas dans la bande de Gaza. Oui, le journal nous montre une photo d'un des centaines de camions qui acheminent en permanence chaque jour de l'aide humanitaire à l'intérieur de la partie de la bande de Gaza sous contrôle du Hamas. Et le journal nous révèle d'abord que le nombre de camions qui pénètrent dans la bande de Gaza est 3 fois supérieur à ce qui est nécessaire pour la population gazaoui. Et ensuite, on découvre que le Hamas prélève des taxes de 30% sur le contenu de chaque camion, 30% d'impôts en faveur du terrorisme, titre le Israël Hayom ce matin, ce qui enrichit considérablement le mouvement terroriste sunnite. Et ce n'est pas tout, cette aide humanitaire est dirigée uniquement vers des commerces qui ont été validés par le Hamas auparavant. Quant aux cigarettes et au tabac, ils sont vendus à des prix extrêmement élevés dans la bande de Gaza. Ce n'est là qu'une partie du système économique et financier installé au cours des derniers mois par les terroristes du Hamas. Et puis, le Israël Hayom tente de nous expliquer pourquoi le Hamas a annoncé hier qu'il renonçait à son pouvoir, justement, dans la bande de Gaza. Oui, la direction du mouvement a en effet annoncé que celui-ci renonçait à diriger la bande de Gaza, et cela a donc entraîné la dissolution du comité national du Hamas, soi-disant afin de permettre au gouvernement de technocrates palestiniens, qui est prévu dans le fameux Conseil de la paix, de le remplacer dans la gestion de la bande de Gaza. Mais en fait, il s'avère que les membres de ce conseil vont continuer à recevoir les mêmes salaires qu'ils perçoivent jusqu'à présent, et selon le témoignage d'un Gazaoui interrogé ce matin par le journal, ces fonctionnaires ne renoncent jamais pas à leur pouvoir véritablement. Meir Ben Shabbat, l'ex-conseiller à la sécurité nationale, explique que le pouvoir gazaoui n'avait pas d'autre alternative que de démissionner afin de promouvoir le plan de reconstruction de la bande de Gaza, mais de facto, cela ne signifie pas que le Hamas renonce à sa force militaire et à son influence, donc toujours très nette sur la population gazaoui. Le Maariv, lui, se penche ce matin, Daniel, en page d'ouverture de son site sur le dossier libanais. Oui, le Maariv nous révèle que le président libanais Joseph Aoun s'est entretenu au téléphone pendant 17 minutes avec Donald Trump, et ce en prélude à une rencontre au sommet entre les deux présidents prochainement à la Maison-Blanche. Objectif de cet entretien, consolider l'accord conclu entre Israël et le Liban et préparer l'instauration d'une nouvelle réalité au sud Liban, une nouvelle réalité qui s'installera donc sous l'égide des Américains. La rencontre dont il était question doit se tenir tout de suite après celle qui est prévue entre Binyamin
Benjamin Netanyahou et Donald Trump, probablement la semaine prochaine. Mais le Maariv insiste sur le fait que le président libanais refuse catégoriquement d'envisager le moindre contact direct avec le Premier ministre israélien. Côté israélien, on reste encore très circonspect, prudent à propos de la tenue de cette rencontre avec Donald Trump la semaine prochaine. Sur le front iranien, alors que les funérailles d'Ali Khamenei se poursuivent, le Israël Hayom cite des diplomates occidentaux qui considèrent que l'accord entre les Américains et l'Iran s'éloigne. Oui, Danny Zaken explique que les Iraniens sont en train d'humilier les émissaires de Donald Trump et appelle à l'exécution du président américain, ce qui n'est pas fait pour faciliter les pourparlers, des pourparlers qui se heurtent par ailleurs à diverses difficultés. En attendant, le détroit d'Ormuz est rouvert, le régime des Mollahs en profite pour renflouer ses caisses et pour restaurer sa force militaire. Et puis, les Iraniens posent une condition à la poursuite des négociations avec les États-Unis, la fin de l'opération militaire israélienne au sud Liban. Il n'en est pas question, en tout cas pour du côté d'Israël. Les sites d'information soulignent ce matin qu'il y a eu dans la nuit à nouveau des tirs iraniens sur des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Et puis enfin, après cette série de titres régionaux, le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin au blitz de projet de loi que la coalition tente de faire passer avant la dissolution de la Knesset. Oui, une dissolution qui devrait intervenir d'ici la fin de la semaine prochaine. Et en attendant, donc, la coalition gouvernementale tente de faire passer les lois suivantes. La fameuse loi fondamentale sur la centralité de l'étude de la Torah, la loi sur la séparation des deux fonctions du conseiller juridique du gouvernement, la loi sur le gel des arrestations de déserteurs orthodoxes, la loi visant également à annuler la réforme sur la cache-route et enfin la loi sur la formation d'une commission d'enquête politique et non nationale sur les événements du 7 octobre. Une loi qui ne devrait être votée qu'en première lecture, mais dont la procédure devrait se poursuivre après les prochaines élections. Enfin, le Yediot Aharonot nous indique sur décret d'urgence, le service militaire des soldats israéliens du contingent ne sera pas raccourci de 32 à 30 mois, comme il en était question au cours des dernières semaines. Je vous rappelle que Tsahal exige au contraire que ce service militaire soit rallongé et revienne à 36 mois de service, comme c'était le cas il y a de cela de nombreuses années. Eh bien voilà, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shannon Seban. Shannon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs tout d'abord que vous êtes secrétaire national Les Républicains LR pour et préposé à la lutte contre l'antisémitisme et également directrice Europe de combat antisémitisme Movement. Avec vous, on va essayer de mieux comprendre d'une certaine manière jusqu'où iront les élus, certains élus dans les banlieues parisiennes, on va dire dans le déshonneur, en essayant justement de propulser citoyens d'honneur des personnalités, on va le dire, plus que douteuses. Il s'agit dans le cas précis en Seine-Saint-Denis de Rima Hassan et même de Marwan Barghouti qui ont été faits citoyens d'honneur. On a l'impression qu'on essaye de franchir à chaque fois des paliers les plus stupéfiants et on semble s'habituer à ce genre d'informations assez étonnantes. Écoutez, quand j'ai pris connaissance effectivement de la décision du maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, et du maire de la Courneuve, Ali Diouara, de vouloir attribuer le titre de citoyen d'honneur à Rima Hassan et à Marwan Barghouti, j'ai cru à une blague. Très sincèrement, le titre de citoyen d'honneur, c'est une des plus hautes distinctions qu'une municipalité peut attribuer à une personnalité. Et normalement, c'est censé promouvoir des personnalités qui œuvrent pour la paix. Marwan Barghouti a été condamné à plusieurs reprises à de la réclusion à perpétuité. Rima Hassan comparaîtra ce mardi 7 juillet pour des propos qui ont été qualifiés d'apologie du terrorisme. On connaît par ailleurs ses outrances, notamment sur des propos qui, on va être poli, qui flirtent avec l'antisémitisme, qui apportent son soutien d'ailleurs régulièrement aux terroristes du Hamas. Et je pense que personnellement, on peut trouver mieux, et c'est pas ce qui manque, des profils qui aujourd'hui agissent pour la paix véritablement. Et donc, que vous ayez aujourd'hui des maires LFI qui décident d'attribuer cette distinction, je crois que c'est à prendre très au sérieux. Tout simplement parce que ces deux maires sont les deux premiers maires LFI de Seine-Saint-Denis. Ils ont été élus pour la première fois en mars 2026. Si parmi leurs premières décisions, ils décident d'attribuer la citoyenneté d'honneur à de telles personnalités, qu'est-ce que ce sera demain ? Et donc moi, si j'ai décidé effectivement d'écrire au préfet de la Seine-Saint-Denis, monsieur Julien Charles, dès lors que j'ai pris connaissance de cette décision samedi, j'attends effectivement une réponse très ferme parce qu'il ne faut rien laisser passer. Et que ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui une terre d'implantation de la France insoumise, ce n'est qu'un échantillon, ce n'est qu'un laboratoire de ce qui pourra ensuite se passer en France demain
si nous n'agissons pas. Et vous n'avez pas l'impression, Shannon, de ramer à contre-courant face à on va dire un flux d'initiatives de ce type dans certaines banlieues comme la Seine-Saint-Denis et que finalement, au bout du compte, ils vont dire, eh bien, c'est notre électorat, ce sont les gens qui nous ont élus qui sont satisfaits qui sollicitent ce genre d'initiative. Mais attendez, quand vous décidez d'attribuer le titre de citoyen d'honneur, il y a aussi l'image de la République, l'image de notre pays derrière. Et ça, je ne refuse pas en mon nom. Pas en mon nom. Pas en l'image des valeurs de la République française. Je refuse aujourd'hui que la République française accorde le titre de citoyen d'honneur à des personnalités qui ont des accointances avec des organisations terroristes, qui ont été condamnées pour des actes terroristes. C'est le cas de Marouane Barghouti. Donc non, je suis désolée. On ne peut pas tout laisser passer, on ne peut pas tout cautionner. Vous savez, c'est ce que j'ai dit dans mon livre que j'ai publié en mai 2025, Française juive et alors. Et j'en appelais justement à un sursaut républicain. On ne peut pas tout laisser passer. Le clientélisme électoral n'autorise pas tout. Donc je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récré pour ces élus de la France insoumise qui se pensent aujourd'hui tout permis, qui croient pouvoir jouer avec les instruments de la République à leur gré, mais il y a un moment, il faut dire stop. Alors c'est quoi la prochaine étape ? Eh oui, c'est ça, on a l'impression qu'il y aura d'autres étapes. Alors comment on peut freiner justement, concrètement, qu'est-ce que la loi permet de faire et qu'est-ce qu'elle ne permet pas de faire face à ce genre d'initiative ? Écoutez, en l'espèce, malheureusement, notre loi n'est pas parfaite, notre système judiciaire n'est pas parfait, donc il y a forcément des choses à améliorer. Moi, ce que je crois de manière plus générale, c'est qu'il faut absolument, et je lutte pour cela, pour que nous puissions renforcer le contrôle des préfets. Le contrôle des préfets pour régir un bon nombre de sujets. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai écrit au préfet de Seine-Saint-Denis pour qu'il puisse juger de la légalité de ces délibérations et, si possible, de saisir le tribunal administratif. Vous avez eu par le passé certaines décisions du tribunal administratif qui ont permis effectivement de revenir sur de telles délibérations qui permettaient d'attribuer la citoyenneté d'honneur à des citoyens qui avaient des liens avec du terrorisme. Et bien là, pourquoi pas utiliser cette jurisprudence pour en faire de même en Seine-Saint-Denis ? Donc moi, je crois que cela passe par le fait de pouvoir rompre avec ce sentiment d'impunité dont jouissent aujourd'hui les élus de la France insoumise, et ils sont en train véritablement de nous narguer. Voilà, ils narguent la République, ils narguent ceux qui sont attachés aux valeurs républicaines. Eh bien, il faut que la loi soit plus forte qu'eux, et c'est pour cela aujourd'hui que j'ai décidé d'engager un combat contre ces élus-là. Alors, est-ce que vous faites une différence justement entre Rima Hassan et Marouane Barghouti ? Parce que Marouane Barghouti, il a été condamné par une justice occidentale, la justice israélienne, à 5 condamnations à la détention à perpétuité. Tandis que, Rima Hassan, on n'aime pas sa manière de se comporter, on n'aime pas ses initiatives, mais finalement, au bout du compte, elle est eurodéputée. C'est peut-être pas exactement la même chose ? Écoutez, je pense que Rima Hassan est très maligne parce qu'elle sait manier les codes de l'antisémitisme et les codes de l'antisionisme en vous disant qu'elle n'a jamais été condamnée. Elle nous parle de résistance palestinienne. Sauf qu'en l'espèce, quand elle décide de retweeter sur son compte des propos d'une personnalité qui a commis un attentat le 30 mars 1972 faisant 26 morts à Tel Aviv, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Donc, Marouane Barghouti, effectivement, comme vous le rappelez, a été condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité, à près de 40 ans d'emprisonnement. Rima Hassan n'a pas encore été condamnée, mais par contre, elle a été convoquée à plusieurs reprises, entendue dans des tribunaux pour des propos qui relèvent de façon très explicite de l'apologie du terrorisme. Donc moi, si vous voulez, je pense qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, mettre des mots sur des mots, MAUX, et reconnaître véritablement que c'est une personnalité qui attise la haine et la violence dans notre pays. Ça devrait suffire véritablement pour ne pas avoir à lui remettre une décoration qui est celle de la citoyenneté d'honneur. Alors que disent les membres, par exemple, de votre parti, des Républicains ? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans cette initiative ? Ou est-ce qu'ils disent c'est un peu peine perdue, c'est pas la peine de s'engager dans ce genre de démarche ?
Non, vous savez, chez les Républicains, la ligne est celle de la constance et surtout celle du courage politique. Moi, si j'ai rejoint Bruno Retailleau, c'est effectivement parce que j'ai été séduite par son franc-parler et surtout par sa volonté d'agir avec détermination. Donc, la ligne de notre parti politique, elle est très claire. C'est la réaffirmation des principes républicains. Moi, je veux le rappeler et je pense que voilà, il faut aussi le noter. J'ai été pendant longtemps membre du parti du président de la République Emmanuel Macron et j'ai décidé de le quitter parce que je n'étais plus en accord avec la ligne politique qui était tenue. Je crois que le pays est dans une situation qui est assez inquiétante, notamment sur le maintien de nos valeurs républicaines, pardon. Et donc oui, aujourd'hui, j'assume de dire qu'il faut agir avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de détermination et beaucoup de fermeté face à toutes celles et ceux qui veulent déconstruire nos valeurs républicaines. Donc rien n'est perdu. Il faut faire preuve d'optimisme. Je crois qu'il faut faire preuve de combativité dans la période et réaffirmer qu'ils ne gagneront pas. On a vu, il y a eu la loi Yadan de Caroline Yadan, mais on a le sentiment qu'il y a quand même des difficultés au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, pour faire passer des lois qui vont trancher par rapport à cette tendance très négative, très anti-juive ou anti-israélienne. Oui, absolument, parce que vous avez finalement la France insoumise, bien évidemment, qui vote en bloc dès lors qu'il s'agit de condamner l'antisémitisme. Je me souviens encore de cette loi qui visait justement à pénaliser et à condamner l'antisémitisme dans les universités supérieures. La France insoumise a été parmi les premiers à s'opposer à cette loi. Dès lors que, si vous voulez, on entend parler d'antisémitisme chez la France insoumise, il s'y oppose en bloc, c'est systématique. Donc bien évidemment que c'est plus compliqué. En revanche, c'est possible. La loi de Madame Caroline Yadan, en l'espèce, malheureusement, n'est pas passée. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner. On trouve toujours des moyens. Mais ne jamais abandonner, c'est quand c'est difficile qu'il faut rester, qu'il faut lutter, je crois. Eh bien, Shannon Seban, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette initiative, sur vos tentatives multiples, on le sait, de freiner ce genre de démarche de la part d'élus, en particulier dans le cas de la Seine-Saint-Denis, donc qui voulaient récompenser Rima Hassan et Marwan Barghouti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Merci à vous. Le Dalai Lama, l'avocate iranienne Shirin Ebadi ou encore le gynécologue congolais Denis Mukwege. Quel est le point commun entre ces figures, outre leur prix Nobel de la paix ? Elles partagent toutes le titre prestigieux de citoyen d'honneur d'une commune française. Né après la Révolution, ce titre est une distinction à la charge symbolique universelle, une noblesse républicaine censée couronner des combats absolus pour les droits humains ou un lien charnel ou historique avec une commune française. Mais depuis quelque temps, dans certaines mairies de l'Hexagone, le concept a subi une mise à jour qui interpelle et qui, disons-le franchement, dénature même totalement le sens de cette distinction. Une sorte de nouvelle mode est née, élevée au rang de citoyens d'honneur des personnalités palestiniennes ou leurs soutiens les plus radicaux, quitte à flirter, voire à s'afficher fièrement avec le terrorisme, pourvu qu'Israël soit l'objet de leur détestation. Regardons les faits ces dernières semaines. À Paris d'abord, le conseil municipal a décidé d'attribuer collectivement la citoyenneté d'honneur aux civils et aux journalistes de Gaza. La majorité de gauche, écologiste, France Insoumise, invoque un acte de paix. Le consensus républicain est encore piétiné quelques semaines plus tard dans des municipalités dirigées par des maires de la France Insoumise. Direction Saint-Denis. Le 1er juillet dernier, le maire LFI Bali Bagayoko remet la citoyenneté d'honneur à Marwan Barghouti. Pour rappel, Marwan Barghouti n'est pas un poète pacifiste. C'est un chef terroriste palestinien. Il a été condamné en Israël à 5 peines de réclusion à perpétuité pour des attaques meurtrières lors de la seconde intifada. Mais qu'à cela ne tienne, pour le maire de Saint-Denis, le parcours de Marwan Barghouti doit être salué. Et en présence de l'épouse du terroriste, il lui remet cette citoyenneté d'honneur et hisse le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie. Un hommage officiel, au nom de la République française, à un homme qui a du sang sur les mains. Quelques jours plus tard, rebelote à la Courneuve. Le maire, là aussi France Insoumise, Ali Diawara, y élève l'eurodéputée Rima Hassan au rang de citoyenne d'honneur, célébrant, selon ses propos, son combat pour le droit international. Le comble.
Outre ses obsessions virulentes contre Israël qui flirtent lourdement avec l'antisémitisme, Rima Hassan est aujourd'hui poursuivie par la justice française pour apologie du terrorisme. Il lui est reproché notamment son soutien public sur les réseaux sociaux à Kozo Okamoto. Qui est Kozo Okamoto? C'est un terroriste qui, en 1972, débarque à l'aéroport de Lod, en Israël, avec des terroristes du FPLP. Et dans des étuis à guitare, ces terroristes ont dissimulé des fusils d'assaut et des grenades. Kozo Okamoto, dont Rima Hassan fait l'éloge, avec ses complices, tire à l'aveugle sur la foule dans la zone des bagages. Le bilan est extrêmement lourd. 26 morts, dont une majorité de pèlerins chrétiens arrivés avec cet avion d'Air France, et 80 blessés. Et voilà donc qui est honoré aujourd'hui par la municipalité de La Courneuve. Rima Hassan, qui affiche son soutien à un tel boucher et qui se retrouve désormais sur la même liste officielle que des prix Nobel de la paix qui ont risqué leur vie pour l'humanité. Alors, que se passe-t-il? En réalité, il s'agit d'un dévoiement total d'une tradition républicaine française à des fins purement politiciennes. Une gauche radicale a décidé, en France, d'importer le conflit Proche-Orient au cœur des communes françaises. Et ces municipalités ont transformé leurs mairies en tribunes anti-israéliennes. LFI ne cherche pas la paix. Elle ne cherche pas à récompenser des gens qui agissent pour le bien de l'humanité. Mais au contraire, elle applique une stratégie clientéliste qui est bien rodée. Flatter un électorat ciblé, focaliser le débat sur la haine d'Israël et transformer les complices du terrorisme en héros du quotidien, et tout ça au nom de la République française. Et pendant que ces municipalités pensent refaire la carte du Proche-Orient, avoir une quelconque influence depuis leur salon doré, les vrais dossiers locaux, ceux qui intéressent les administrés de ces maires, peuvent attendre. Qu'importe. Pour ces gens-là, pourvu qu'on ait le drapeau, l'idéologie, la détestation d'Israël et le buzz. Eh bien, comme chaque matin, nous avons le plaisir de retrouver Michael Candel, qui est le directeur général, on va dire, de la délégation des Olympiques de France, qui participe au 22e Maccabiade sous l'égide de Kalita. Michael, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, ce matin, après l'appétit vient en mangeant, et lorsque hier vous nous avez annoncé pas moins de 6 médailles au total pour la journée d'hier, avec plusieurs médailles d'or, dont celle d'Ariane Candel, votre épouse, avec laquelle on va discuter dans quelques instants, eh bien on s'est dit finalement peut-être que ça va être comme ça chaque jour. Alors est-ce que c'est le cas, ou alors on a repris un rythme un petit peu plus normal au niveau de la délégation des Olympiques de France? Alors effectivement, on continue sur notre lancée et nous avons déjà donc la 9e médaille, puisque hier soir, en haltérophilie catégorie plus de 77 kilos, Thierry Miller a décroché la médaille de bronze, très belle médaille de bronze de Thierry Miller en haltérophilie. Et c'est la seule médaille pour la journée d'hier, n'est-ce pas? Exactement, oui, ça va, ça suffit quand même. Ça suffit quand même, donc c'est-à-dire il ne faut pas être trop gourmand. Ça nous fait, parce que vous nous avez dit hier, que vous nous avez annoncé que en fait, la délégation des Olympiques de France était classée au 3e rang derrière Israël et les États-Unis. Est-ce qu'on a conservé ce 3e rang? Tout ça, pour l'instant, tout à fait. Pour l'instant, le 3e rang au tableau des médailles est confirmé. Je ne sais pas s'il va rester jusqu'à la fin, mais en tout cas, on est en bonne route. En tout cas, de toutes les manières, c'est une belle performance. Alors, quels sont les autres résultats de la journée d'hier? Alors, sur la journée d'hier, nous avons l'équipe de basket 3-3 de nos jeunes de moins de 17 ans, emmenés par Joël Bloch, qui sur 3 matchs ont perdu contre Israël et de peu 10-11 contre les États-Unis d'Amérique, mais ont battu l'Ukraine 10-8 et sont toujours en course pour une médaille. En foot U19, l'équipe de Yeminor de U19 a été défait par l'Argentine, ainsi que l'équipe de volley de Ra'anana de Franklin Mimoun a été défait aussi par l'équipe très forte d'Israël. En futsal open, l'équipe des Olympiques de France a également perdu contre Israël, ce qui était également le cas de l'équipe des 35+. En natation, il y a eu une très belle entrée en matière de Itzik Yaïch, notre nageur paralympique, qui a pris une 5e place et une 7e place sur les nages 100 mètres libres et 50 mètres papillons. En tennis, nous avons toujours en lice David Ayoun, qui est en demi-finale du tournoi des tennis de plus de 35 ans.
Et en pickleball, un grand bravo à David Cohen et à Ilan Korchia qui sont arrivés en quart de finale et qui ont fini leur tournoi hier avec brio. Eh bien, ce sont des beaux résultats. Alors, quel est le programme pour la journée d'aujourd'hui ? Alors, le programme aujourd'hui, on a toujours du tennis avec Joël Burstin qui est en train de décrocher dans les prochains jours la médaille de bronze, ainsi que nous avons dans la poule d'or pour la médaille d'argent, médaille d'or en course, Moshe Sidi et Eric Opland qui sont toujours aussi en course pour médaille d'or, médaille d'argent. Il y a la suite du basket 3-3 avec aujourd'hui les demi-finales et finales, ainsi que nous avons un très beau match en vue de foot 55 contre Israël et de foot 45, très grand France-Brésil à 18h à Ramat Gan. La suite également de la natation avec toujours Itzik Iaïch et avec notre jeune Yana Schleider et Iris Gagnon qui aussi n'attendra aujourd'hui de décrocher une médaille. Et ce soir, nous avons de nouveau en lice notre équipe de course qui nous a déjà ramené 5 médailles, puisque ce soir, c'est le semi-marathon de Jérusalem. Et nous espérons aussi récolter aujourd'hui quelques breloques. Ah oui, c'est ça. Effectivement, c'est le marathon nocturne, on va dire, de Jérusalem, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ? Exact. Voilà. Tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle de course, d'athlétisme, on va revenir vers la belle prestation de votre épouse Ariane avec sa médaille d'or. Ariane, Mazal Tov pour cette médaille d'or. Alors, dans votre catégorie, on ne donnera pas les âges précis, hein, on va rester discret, mais en tout cas, on peut. Mais enfin, c'est pas grave. Plus de 55. Plus de 55, voilà. Alors plus de 55, ça fait. Alors c'était exactement quel c'était le 500 attendez. C'est 5000 mètres, c'était 5000 mètres, voilà, c'était le 5 km. Alors en combien de temps vous avez fait ce 5 km ? En 25 minutes. En 25 minutes, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui n'arrivent pas à le faire même avec le double de temps. En tout cas, belle prestation. L'atmosphère, Ariane, dans cette course, donnez-nous un peu un aperçu de ce qu'on vit comme ça, parce que je suppose que vous avez déjà fait le marathon de Jérusalem ou le marathon de Tel Aviv ou le semi-marathon. Mais là, les Maccabiades, c'est une atmosphère particulière ? C'est toujours une atmosphère particulière. D'abord parce que c'est extraordinaire de voir tous ces pays, tous ces gens représentés, venir en Israël pour concourir. On sent vraiment la hardoute. On sent vraiment que les gens sont là, ils sont contents d'être là pour concourir. Il y a le côté sportif, évidemment. Il n'est pas mis du tout de côté. Et c'est pour ça que c'est un petit peu, ça met beaucoup de pression, on va dire, parce que les gens sont là aussi pour avoir des médailles. Tous les autres pays, je concours dans ma catégorie. Il y a certaines femmes, beaucoup de brésiliennes et de cubaines surtout. Il y a sûrement des israéliennes, mais je ne me rappelle pas. Et voilà quoi, donc on est tous là. Il y a une très bonne ambiance. Ça permet par exemple ça permet Ariane de lier des liens, des contacts avec des juifs venus du monde entier, ou pas jusque là? Oui, bien sûr, ça permet de créer des liens. On échange un petit peu, surtout qu'on est là. Les gens nous demandent. On se balade avec nos drapeaux sur les drapeaux des Chayalim tombés depuis le 7 octobre, puisqu'on court pour eux, pour remonter, pour les Ilou Nishmatam. Oui, à leur mémoire. Et donc, moi, je cours pour Valentin Eli Genassia et pour Benjamin El Makies. Et je dois dire que les gens sont interpellés par nos drapeaux. Ils nous demandent beaucoup, enfin, surtout pas les Israéliens, parce que les Israéliens, ils savent ce que c'est, ils ont l'habitude. Mais les autres, ils nous demandent qu'est-ce que c'est. Et donc, ça nous permet un petit peu aussi de parler de ça. Et donc, ça, oui, ça crée des liens. Et ça permet une discussion. Bon, eh bien, c'est très bien. Il faut mentionner aussi la belle médaille d'argent de Sabrina Moïse dans une autre catégorie, des plus de 50 ans, je crois. Toujours dans les 5000 mètres, c'est ça? Alors, Sabrina Moïse a reçu finalement la médaille d'or. Donc il y a eu contestation et elle a donc obtenu la médaille d'or. Elle a eu contestation, elle a eu la médaille d'or. Donc nous sommes 2 femmes médaillées d'or. Eh bien, c'est une très belle. Et Hervé Attali, il a quoi lui?
Et Hervé Attali aussi a été contesté, il a reçu l'argent finalement. Bon, eh ben c'est très bien. Ça grimpe, on va dire, au niveau des médailles et au niveau du nombre de médailles. En tout cas, c'est une belle prestation. Merci beaucoup, Ariane Candel, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation et on espère vous retrouver aux prochaines Maccabiades également, hein, n'est-ce pas? On verra. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Michael, aussi, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne continuation. On se retrouve demain pour les résultats du jour. À bientôt. Bye bye. Bonne journée à tous.